Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2013, dite session budgétaire. Au menu des échanges, le calendrier des travaux et les 40 projets de loi qui seront examinés au cours de la dite session. Lancement officiel par le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel du Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation. Un salon qui sera caractérisé par un concours des œuvres relatives à l'initiative 3N et au programme de renaissance du président de la République. Et puis, à l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré ce jour 7 octobre 2013 la journée mondiale de l'habitat sous le thème mobilité urbaine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et veuillez nous excuser pour ce léger retard indépendant de notre volonté. 2 audiences au cabinet du président de la République. Le chef de l'État Issoufou Mamadou s'est tout d'abord entretenu avec Romano Prodi et Saïd Tchinit. Le premier est l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et le second représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Les questions économiques dans les pays du Sahel étaient au centre de l'entretien. Romano Prodi à sa sortie d'audience. Les 5 pays centrales du Sahel, c'est un plan qui est concentré sur Mauritanie, Burkina Faso, Tchad, Niger et Mali. Les pays, il faut qu'ils se développent ensemble avec une action concertée et bien sûr nous sommes partis avec des priorités claires qui ne sont pas extraordinaires. Les priorités sont les priorités normales, l'agriculture, la nourriture, l'élevage. Deuxièmement, les infrastructures, parce qu'il n'y a pas des infrastructures suffisantes. Troisième, c'est un plan pour l'électricité décentralisée, c'est-à-dire le Sahel, c'est la seule place au monde dans laquelle c'est plus économique de faire l'économie solaire parce qu'il n'y a pas de réseaux et il y a beaucoup de soleil. Et après l'éducation et la santé. La responsabilité pour les décisions, c'est des 5 pays du Sahel qu'il faut qu'ils décident ensemble avec la rotation des présidences, avec les règles qui sont propres des pays. Et l'aspect technique sera donné à la Banque africaine de développement. La deuxième audience, le président Issoufou l'a accordée au président du directoire d'Areva, Luc Oursel. Après l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale le 4 octobre dernier, dite session budgétaire, les députés étaient en séance plénière ce matin sous la présidence de Hamamadou, président de la dite institution. Occasion pour les honorables députés d'apporter des amendements par rapport au calendrier des travaux et des 40 projets de loi qui seront examinés et adoptés au cours de cette deuxième session ordinaire. À l'issue des échanges, les 2 points inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés. L'Assemblée nationale reprendra ses travaux en plénière le jeudi 10 octobre prochain. Juste après l'ouverture de la plénière de ce matin, le groupe parlementaire Moudemfa Lumana Africa a rendu publique une déclaration pour réaffirmer l'appartenance du Moudemfa Lumana à l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République qui vient de voir le jour le 5 octobre 2013 à Niamey. La déclaration est lue par le président du groupe parlementaire Moudemfa Lumana, Seydou Bakari. Le Moudemfa Lumana, à travers son bureau politique, a-t-il fort légitimement réagi en décidant de quitter la mouvance présidentielle et inscrire désormais son combat
dans le moule démocratique de l'opposition. C'est dans cette perspective que le moderne FA Lumana est résolument partie prenante de l'Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation qui vient de voir jour le 5 octobre 2013. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés. Députés, les membres du groupe parlementaire Lumana Africa le sont et le demeurent. Esqualité, ce sont des représentants élus de la nation qui entendent, dans le nouveau rôle d'opposants politiques, situer leur action au cœur du jeu démocratique et de l'équilibre des pouvoirs. Dans toute démocratie représentative respectable, il existe une dynamique dualiste qui tend à opposer les partisans du gouvernement en place et ceux qui opposent. C'est-à-dire que l'opposition parlementaire est un trésor démocratique que le groupe parlementaire Lumana Africa entend renforcer et s'en servir dans l'intérêt bien compris des populations nigériennes et dans le strict respect de la Constitution. Il va sans dire, dans cette entreprise, le groupe parlementaire Lumana Africa engagera une opposition constructive. Aussi, serait-il conciliant avec le gouvernement chaque fois que ce dernier placera le bien commun au devant et au-dessus de tout, et autant que l'intérêt général sera promis et défendu conformément aux aspirations profondes de notre peuple. Cependant, notre groupe se montrera intraitable quand il n'en sera pas ainsi. En effet, il incombe à l'opposition, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas au pouvoir, la lourde tâche de forcer les gouvernants à expliquer et justifier leurs choix, mais surtout à les assumer en tant que choix en adéquation avec la volonté du peuple souverain. Le groupe parlementaire Lumana Africa s'y emploiera aussi bien dans le domaine de la production législative de bonne facture que dans celui rigoureux du contrôle de l'action gouvernementale. Dans cette perspective, son intransigeance sera sans faille, notamment en ce qui concerne les questions touchant à l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale du Niger et l'unité nationale, la sécurité des biens, des personnes et des biens, la préservation et la défense des acquis démocratiques du peuple, l'effectivité du droit à l'alimentation des Nigériens, tel que stipulé à l'article 12 de notre Constitution, l'indépendance de la justice, l'accès équitable aux médias, la lutte contre la corruption généralisée, la protection de la femme et de l'enfant ainsi que des personnes victimes des handicaps, la gestion transparente des ressources financières de l'État, particulièrement celles tirées de l'exploitation pétrolière et minière, l'emploi des jeunes, la dépolitisation de l'administration, la remise des Nigériens au travail, les faibles performances de l'administration spécifiquement quant à la consommation des crédits, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'énergie et l'intégration africaine pour laquelle se bat le moderne FA Lumana. Et puis nous recevons ce soir sur ce plateau Abdelkader Abdoulaye Baba Kodo. Il est le responsable marketing à RTL Niger. Bonsoir Monsieur Baba Kodo. Bonsoir madame. Alors que nous vaut l'honneur de votre visite ce soir sur ce plateau? Alors tout d'abord permettez-moi de vous remercier au nom de l'ensemble du personnel d'RTL Niger pour l'opportunité que vous nous offrez ce soir de venir nous exprimer sur ce plateau. Donc en effet, je suis venu annoncer le lancement d'une nouvelle promotion, notre promotion de fin d'année. Pour rappel, l'année passée, on a lancé le 5X à la même période où 2 de nos abonnés avaient gagné le 4x4 Qashqai. Donc cette année, nous venons avec un nouveau concept où chaque semaine, des abonnés auront la possibilité de gagner plusieurs lots. Et quels sont les lots qui peuvent être gagnés? Alors, j'ai une bonne nouvelle à la jeunesse nigérienne. En effet, à l'occasion de cette promotion, le 20 et 21 décembre prochain, nous allons faire venir ici au Niger le groupe P-Square. C'est l'un des plus grands groupes hip-hop du moment. Donc, les jeunes les connaissent bien. Donc, à l'occasion toujours de cette promotion, ces jeunes pourront gagner des tickets du concert qui sera donné ici à Niamey par le groupe P-Square. En plus de cela, il y aura d'autres lots
comme Airtel Money. Comment procéder pour s'inscrire à la promo fin d'année d'Airtel? Alors c'est tout simple, il suffit juste d'envoyer, pour ceux qui savent écrire le SMS, d'envoyer concert au numéro 616, donc c'est tout à fait gratuit, ou taper étoile 616 dièse, ou encore appeler le 141 qui est notre serveur vocal. Donc c'est tout à fait gratuit et les abonnés auront la possibilité dès ce soir de s'inscrire gratuitement à cette promotion pour éventuellement gagner l'un des lots. Et pour revenir sur les lots, M. Babakodo, comment gagner un lot au cours de cette promo fin d'année? Le procédé est tout simple. Je voudrais quand même dire qu'il y a deux types de lots. On a les tickets du concert. Il y aura 2 concerts à Niamey. Un premier concert VIP au Palais de Congrès. C'est l'occasion pour moi de dire qu'en plus de Plus Square, il y a Papa Wemba qui sera là. Donc il y aura les tickets de concert. Pour gagner ces tickets, il suffit juste de consommer. Chaque semaine, nous allons regarder dans notre système les 3000 abonnés inscrits à la promotion qui auront le plus consommé. Et ces 3000 abonnés auront chacun un ticket de concert gratuit. Donc c'est l'occasion de dire qu'il y aura 3000 tickets disponibles chaque semaine. Et il suffit pour cela juste de consommer. À part les tickets du concert, l'autre lot, je le disais tantôt, c'est le Mkoudi. Donc les abonnés auront la possibilité aussi de gagner chaque semaine du Mkoudi. Nous allons mettre chaque semaine 1 million. Nous allons là aussi regarder nos abonnés qui utilisent le plus ce produit qui est quand même d'une utilité extraordinaire. Donc tous ceux qui utiliseront ce produit, nous listerons 10 qui auront la possibilité de gagner 100 000 francs chacun en Mkoudi. Donc pour avoir accès à ces tickets et au lot Mkoudi, il suffit de consommer comme je le disais. Donc chaque consommation de 500 francs minimum vous donne droit à 1 point. Et chaque transaction Mkoudi, c'est-à-dire le transfert Mkoudi ou bien la recharge de crédit via Mkoudi, vous donne chacun 1,5 points. Donc chaque semaine, nous faisons le calcul pour voir ceux qui ont cumulé le plus grand nombre de points et ça serait ceux-là qui vont gagner les tickets. Un dernier mot à l'endroit des Nigériens. Permettez-moi encore une fois, et c'est l'occasion pour moi de remercier les 3 millions d'abonnés qui nous ont fait confiance. Donc je le disais tout de suite, chaque fin d'année, nous venons vers ces abonnés avec de nouvelles offres. Donc c'est l'occasion pour moi de les remercier pour leur fidélité et de dire qu'ils peuvent continuer à faire confiance à Airtel, qui est une marque qui innove et qui va continuer à innover. Merci M. Babakodo pour toutes ces précisions et restez avec nous pour la suite de ce journal. Voilà, nous venons de recevoir Abdelkader Abdoulaye Babakodo. Il est le responsable marketing à Airtel Niger dans le cadre du lancement d'une nouvelle promotion dénommée Promo Fin d'année. Suite de cette édition, le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, Omar Hamidou Tchana, a procédé ce matin au lancement officiel du Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation. Un salon qui sera caractérisé par un concours des œuvres relatives à l'initiative 3N et au programme de renaissance du président de la République, notamment les secteurs porteurs de croissance, Abari Amiti et Issoufou Soleiman. Cette rencontre est une étape ultime sur le plan de l'organisation du Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation. Le ministère du Développement industriel et celui de la recherche et de l'innovation concourent à la réussite de l'événement tant porteur dans la croissance économique et le développement. D'autres partenaires apportent également leur appui afin de contribuer au succès de l'événement et de l'après-salon. Nous avons un certain nombre de partenaires traditionnels. Il y a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui s'est engagé à nous accompagner dans l'organisation et dans la suite de l'organisation. La suite, c'est quoi? C'est après avoir primé les œuvres, c'est de pouvoir les vulgariser et surtout de les valoriser à grande échelle de manière à ce que ça puisse bénéficier à l'économie. Nous avons un autre partenaire classique, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle,
qui aussi s'est engagé à nous accompagner dans ce processus du salon. Au plan du financement, il n'y a aucun problème. Et d'ores et déjà, nous avons envoyé des correspondances au niveau de tous les comités régionaux. Et à partir de ce lancement de ce jour, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de réactivité de la part des membres du comité qui sont ici à Niamey et des comités régionaux qui sont installés dans les chefs-lieux des régions. Il s'agit de booster la recherche, l'invention et l'innovation à travers la proposition des œuvres. Ces dernières doivent concorder avec les termes du concours, à savoir l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens et le programme de renaissance du président de la République. C'est pourquoi il est demandé aux candidats à la compétition de proposer des œuvres qui cadrent avec les axes stratégiques et programmes de l'initiative 3N. L'ambition étant d'identifier et ensuite de valoriser à travers les appuis de l'État et de ses partenaires certains résultats de la recherche qui pourraient être d'un apport significatif à l'atteinte des 10 objectifs de l'initiative 3N, en particulier à celui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations nigériennes. Le ministre des Mines et du Développement industriel a en présence de son homologue de l'enseignement supérieur, celui de l'élevage, celui de la santé publique et son homologue des enseignements professionnels et techniques demandé plus d'engagement et de disponibilité aux membres du comité d'organisation. Le respect de l'échéance et la réussite de l'événement du 20 décembre 2013, le salon de la créativité, de l'invention et de l'innovation reste un objectif majeur. Pour sa part, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Abdou Mani, a procédé ce matin à l'installation officielle du cadre de concertation pour le développement du secteur des télécommunications et de l'économie numérique. Les membres de ce cadre auront pour mission de se concerter afin de trouver un consensus sectoriel sur les principales problématiques du secteur des TIC au Niger. Les détails avec Raïla Tchebou et Isaac Issa. Le 12 avril 2013, le gouvernement de la 7e République a adopté une nouvelle politique sectorielle des télécommunications et des technologies de l'information formulée sur 5 axes stratégiques qui sont l'adoption du cadre juridique institutionnel, le développement des infrastructures, la promotion de l'accès universel aux services d'éthique, le développement des applications et le renforcement des capacités en matière de TIC. C'est justement dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique sectorielle des télécommunications et des TIC que le présent cadre de concertation est installé. Le cadre de concertation est une plateforme de dialogue sectoriel née de la volonté du président de la République, Issoufou Mahamadou, de faire du secteur des TIC un secteur levier de croissance économique et qui contribue significativement au développement du bien-être des populations nigériennes. Le cadre de concertation dont vous êtes membre a pour mission d'examiner les problématiques majeures du secteur telles que le cadre juridique et réglementaire du secteur, les fiscalités dans le secteur, l'utilisation du fonds d'accès universel aux services des technologies de l'information et de la communication, l'interconnexion des réseaux et des services, le partage des infrastructures, la taxe de terminaison d'appel, le développement de l'économie numérique. L'examen de toutes ces thématiques vous permettra de relever les insuffisances, voire les obstacles au développement harmonieux du secteur des technologies de l'information et de la communication au Niger et d'en formuler des propositions de solutions idoines. Le ministre Abdou Mani a enfin souhaité que ce cadre de concertation apporte dans la limite de sa mission une valeur ajoutée dans la résolution des problèmes que connaît le secteur des TIC. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour 7 octobre 2013 la journée mondiale de l'habitat, placée sous le thème mobilité urbaine. À cette occasion, le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Habi Mohamed Salissou, a livré un message dans lequel il a mis l'accent sur les mesures et actions prises par le gouvernement de la 7e République par rapport au choix de ce thème, suivant le ministre de l'Urbanisme. Pour les actions, nous pouvons noter la construction du 2e pont et l'aménagement de ses voies d'accès, ainsi que le lancement du vaste programme Niamey-Yala, constitué de 13 composantes qui concourent à répondre à la vision et aux ambitions du président de la République de donner à notre capitale toute son attractivité et sa vitalité. Il s'agit de l'aménagement du réseau de transport et d'échangeurs,
l'assainissement principalement eau pluviale, eau usée, la rénovation du centre-ville, la rénovation de la zone administrative, l'aménagement du plateau de Sagia, la réhabilitation des villages urbains de Gamkale et Saga, l'aménagement de la corniche de Yantala-Gamkale, l'aménagement de Gunti-Yena, la construction de 5000 logements, l'aménagement de la ceinture verte, l'aménagement d'une nouvelle zone industrielle, l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale SCOT et enfin la composante accompagnement, réglementation, décongestionnement, embellissement et salubrité. Mesdames, Messieurs, autant la Journée mondiale de l'habitat constitue une occasion de mener des réflexions autour d'un thème d'actualité, autant elle m'offre l'occasion d'évaluer les actions entreprises au Niger en matière de fourniture d'établissements humains convenables à la population. Il s'agit entre autres, en matière d'urbanisme, des importantes études réalisées dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation de 1984 de la ville de Niamey. Des études similaires réalisées par la suite sur les autres capitales régionales, Zender, Maradi, Tawa, Agadez et Dosso, et en 2009-2010 dans la ville de Niamey, plan urbain de référence. Il me plaît de rappeler la réactivation des projets d'amélioration des conditions de vie et d'habitat des quartiers anciens ou sous-intégrés de nos villes, projets dont les objectifs sont d'offrir un habitat minimal décent, disposant d'infrastructures et équipements de base et d'assurer l'intégration socio-économique des zones urbaines concernées. Et enfin, les programmes de construction de logements sociaux. À ce niveau, plein d'efforts ont été déployés par mon département ministériel dans le cadre de la législation et la réglementation en matière de financement et de promotion immobilière. Des dispositions facilitant la réalisation des opérations de logement et de la recherche de financement. Je citerai entre autres résultats illustrés la finalisation en cours des projets de texte régissant la promotion immobilière et ceux relatifs à la création d'un fonds national de l'habitat. Et très certainement, plus tard, une banque même de l'habitat sera créée. La finalisation en cours de la stratégie de financement de l'habitat social au Niger et l'acquisition foncière de 88 hectares en 2012 à Niamey. La situation de négociation en cours avec divers partenaires, aussi bien nationaux qu'étrangers, nous laisse pleinement espérer passer à l'exécution physique très prochaine de certains projets. Mesdames, Messieurs, il me plaît pour terminer mon message de saisir l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat 2013 pour rappeler que d'importants investissements doivent être réalisés dans nos villes, notamment dans le cadre de l'accès à des logements décents et au transport urbain. C'est pourquoi je me dois de lancer un vibrant appel aux opérateurs économiques intervenant dans notre secteur, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour nous accompagner dans la mise en œuvre des actions énumérées ci-dessus. Ces actions devant nous permettre d'assurer une meilleure mobilité urbaine et une urbanisation durable pour les générations présentes et à venir. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, s'est entretenu cet après-midi avec l'équipe nationale de volley-ball de retour de Cotonou où elle s'est classée deuxième à l'issue du tournoi international de solidarité. Le ministre a profité de cette occasion pour rappeler des projets visant à redynamiser le sport nigérien. Le résumé de Mohamed Djingare et Mohamed Soumane. Sur 5 pays présents à Cotonou à l'occasion du tournoi de la solidarité de la zone 3, le Niger a occupé la deuxième place derrière le Ghana. Les Nigériens reviennent avec la médaille d'argent et un trophée que le capitaine Ali China Amadou a présenté au ministre Abdelkarim Damalam. Après une brève présentation du chef de la délégation sur le parcours et le comportement des représentants nigériens, le ministre s'adresse à la FENI Volley dont le président Issouf Badr est présent. Il s'agissait pour le ministre des Sports de féliciter et d'encourager ces jeunes joueurs qui font désormais la fierté du sport nigérien au-delà de nos frontières. Le ministre estime que toutes les fédérations doivent convaincre par des résultats à l'image de la FENI Volley. Ce n'est qu'un début. Vous avez eu aujourd'hui la médaille d'argent. Je vous félicite pour ça. Je pense que demain, ça sera l'or. Et cette victoire-là, je pense que c'est une victoire qui va être continue. Vous mettre au début de vos capacités. Faites en sorte que vous soyez au sommet. À chaque fois qu'une demande de la fédération de volleyball me parvienne, que je ferme les yeux et dire le directeur général des sports, c'est une équipe qui gagne, il faut faire.
il y a des fédérations, quand je vois leur demande ici, je vous assure que je mets juste vu, j'envoie parce que tout simplement, je pense que l'État du Niger doit donner son argent à celui qui peut l'honorer. Abdul Karim Damalam estime qu'il y a lieu de faire appel aux anciennes gloires du sport nigérien afin de réfléchir ensemble pour ressortir le sport des sentiers battus. Nous allons mettre en tout cas en place une structure regroupant toutes les anciennes gloires, que ce soit en athlétisme, en volleyball, en boxe, en football, en handball, tous les sports possibles pour que nous ayons un vivier qui pourra aider nos cadres techniques qui eux sont dans les bureaux en train de réfléchir, les autres étant des pratiquants, des anciens pratiquants, connaissent peut-être mieux les problèmes de ces sports respectifs-là. La FENI Volley accueillera bientôt à Niamey l'éliminatoire continental de la zone 3 de volleyball. À cet effet, le ministre a déjà donné des instructions pour que l'équipe nationale se prépare à l'Académie des armations suite à la demande formulée par la FENI Volley. Direction Agadez pour signaler la tenue ce matin du forum régional de l'état civil, cérémonie présidée par le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Maikido. Les assises qui dureront 2 jours s'inscrivent dans le cadre des actions retenues dans les 10 programmes qui consistent à conscientiser les acteurs intervenant dans le système au niveau régional. Compte rendu Binta Amadou et Ibrahim Marikou. Le terme état civil désigne la situation d'une personne dans sa vie privée, au sein de sa famille, de la société. C'est aussi une institution légale dont l'organisation et le fonctionnement sont régis par la loi 2007-30 du 3 décembre 2007 portant régime de l'état civil au Niger et son décret d'application. D'où la tenue ce jour à Agadez du forum régional de l'état civil. Pendant 2 jours, les participants vont sans nul doute faire une analyse diagnostique du fonctionnement du système d'état civil de la région d'Agadez. Le maire Issa Feltou, dans son mot en cette circonstance, après avoir remercié de la confiance placée en sa commune pour abriter ses travaux, a dit que ce forum nous permettra à l'issue des travaux de dégager les difficultés, les atouts et les perspectives du système de l'état civil au niveau de la région d'Agadez et de souhaiter que les conclusions de ce forum vont nous édifier sur les avancées, les difficultés rencontrées et contribueront à améliorer la performance du système de l'état civil au niveau des communes. Quant au gouverneur de la région, le colonel-major Garba Maikido ouvrant les travaux, il a rappelé la réforme de l'état civil intervenue en 2007 qui a pour objectif principal la mise en place d'un système d'état civil universel, obligatoire, continu, gratuit, statistiquement utile et fiable. Pour ce faire, cette réforme est assortie d'un cadre juridique composé de la loi numéro 2007-30 du 3 décembre 2007 et son décret d'application de la politique nationale et d'un plan d'action, a-t-il ajouté. Pourvoyeur des données démographiques fiables dans un État moderne, l'état civil est un outil indispensable à l'élaboration de toute politique de développement à l'échelle nationale, régionale et locale, a noté le colonel-major Garba Maikido. Le gouverneur devrait dire par la suite que malgré tous les efforts de l'État et des partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'état civil, beaucoup reste à faire car le mode de vie des nomades rend difficile l'enregistrement des faits d'état civil les concernant et le faible degré de prise de conscience des élus et des populations par rapport aux avantages pluriels que ce système peut leur procurer. Et de terminer en souhaitant que les objectifs assignés à ce forum seront largement atteints vu la qualité des participants. Notons enfin la présence de l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, du secrétaire général de la région, des préfets de la région d'Agadez, du secrétaire général du conseil régional et des cadres des services déconcentrés de l'État. À Maradi, ouverture ce matin d'un atelier de restitution des résultats de l'étude sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural au titre de la région. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture qui a présidé la cérémonie en présence du gouverneur, de plusieurs autres personnalités et d'une centaine de participants. Compte rendu Ibrahim Hassoumso et Maman Oumar.
Restituer les résultats de l'étude sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural, tel est l'intitulé de cette grande rencontre régionale qui regroupe une centaine de participants. Une étude commanditée par le secrétariat permanent du Code rural. C'est un atelier qui a pour objectif essentiel de discuter les résultats de cette étude et formuler des recommandations pour la région, car pour Maradi, les enjeux fonciers sont particulièrement importants, a souligné le gouverneur Ahmed Babale lors de son intervention. Il s'agit particulièrement de la pression démographique sur les terres, de l'avancée du front agricole vers le nord, de l'émiettement des terres agricoles, des paysans sans terre, de la mise en culture des espaces pastoraux, de la situation et de la gestion des forêts, de la gestion des terres et ressources transfrontalières, du processus d'élaboration du SAP, de l'évolution anarchique, des transactions foncières autour des centres urbains et de l'accentuation de la valeur marchande des terres, ce qui complique l'accès aux fonciers des populations les plus vulnérables. Face à cette situation, il est nécessaire que la sécurisation foncière faite par le Code rural soit rigoureuse. En remontant dans le temps, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture qui présidait la cérémonie a rappelé que depuis les années 80, la sécurisation des droits d'accès à la terre et les droits de gestion durable des ressources naturelles ont été considérés comme une condition préalable à la sécurité alimentaire, au développement socio-économique et à la durabilité environnementale. Et c'est justement en réponse à ces défis que le gouvernement du Niger a lancé le processus d'élaboration du Code rural à travers des consultations et des échanges participatifs sur les questions foncières. Et depuis sa mise en route, le Code rural a permis des progrès indéniables. Néanmoins, a indiqué le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, beaucoup reste à faire pour mettre en œuvre de façon pleine et effective les principes d'orientation de ce Code rural. En effet, la mise en œuvre des principes d'orientation du Code rural a révélé quelques difficultés, tant sur le plan institutionnel et juridique que sur le plan de la sécurisation et du portage du processus. C'est pourquoi le secrétariat permanent du Code rural a commandité cette étude afin d'établir un bilan exhaustif de sa mise en œuvre et d'impulser la réflexion pour d'éventuelles modifications à apporter au dispositif actuel. Il s'agit au cours de cet atelier de partager avec vous les résultats de l'étude sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural, mais aussi de recueillir vos avis et recommandations afin d'améliorer le contenu des documents qui vous seront présentés. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture a enfin exprimé toute sa gratitude et ses remerciements aux partenaires techniques et financiers, dont notamment les coopérations suisses et françaises, pour leurs appuis dans le cadre de l'étude et de l'organisation du présent atelier qui durera 2 jours. À Dosso également, le gouverneur Seydou Ali Zatao a présidé ce matin l'ouverture des travaux de l'atelier régional de restitution des résultats de l'étude sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural. C'était en présence du représentant du ministre de l'élevage, Illo Abdou Kassim, compte rendu Rachida Nawada et Mour Abdou. Organisé par le secrétariat national du Code rural avec l'appui financier de la coopération suisse, cet atelier régional de restitution des résultats de l'étude sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural a regroupé tous les acteurs autour de la question foncière en vue d'examiner les conclusions auxquelles l'étude est parvenue afin d'enrichir les différents documents du Code rural. Dans une note introductive, le représentant du ministre de l'élevage, Illo Abdou Kassim, d'expliquer que l'application des principes d'orientation du Code rural ne se fait pas sans quelques difficultés, tant sur le plan juridique, institutionnel que sur le plan de la sécurisation des acteurs ruraux dans leur activité.
C'est pourquoi, dira-t-il, après 20 ans de mise en œuvre du Code rural, le gouvernement a réitéré à travers la présente étude sa volonté de cerner davantage tous les aspects compte tenu des enjeux que la gestion des ressources rurales continue de susciter pour la quiétude sociale. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Dosso, Seyd Ali Zataou, a indiqué qu'à travers l'adoption de l'ordonnance numéro 93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d'orientation du Code rural et de ses textes complémentaires, l'État s'est engagé à créer les conditions nécessaires à une meilleure utilisation des ressources naturelles rurales qui constituent la base de toutes les activités productives. D'où la nécessité pour le secrétariat permanent de réaliser ce bilan en plusieurs étapes en associant toutes les parties prenantes. Puis, s'en est suivi une projection sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre des principes d'orientation du Code rural, axé sur 3 articulations, notamment le rapport général de l'étude, une feuille de route et enfin l'aide-mémoire de la région de Dosso. Pour d'amples précisions, écoutons les explications d'un membre du secrétariat permanent au Code rural. Depuis 1993, l'État du Niger a engagé le processus d'élaboration et de mise en œuvre du Code rural. Aujourd'hui, en 2013, nous avons 20 ans, donc nous nous sommes dit qu'il est important de s'arrêter afin de faire le point sur la mise en œuvre du Code rural, sur différents aspects, sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan des activités de sécurisation et de gestion foncière que les structures du Code rural mènent sur le terrain, mais aussi voir quels sont les nouveaux défis et enjeux actuels en matière de gestion des ressources naturelles et du foncier de façon particulière. Alors, il s'agit donc au cours de cet atelier de présenter les bilans que nous avons faits, parce que avant d'arriver ici, nous avons réalisé une étude sur l'ensemble du territoire national où nous avons sillonné les 8 régions du Niger afin d'échanger avec tous les acteurs, les autorités administratives, les autorités coutumières, les services techniques, les organisations paysannes, et les services techniques, en tout cas tous les acteurs concernés par les questions foncières. Nous avons échangé avec eux pour voir quelle est leur appréciation de ces 20 ans de mise en œuvre du Code rural et comment améliorer le Code rural afin en tout cas d'aboutir à une meilleure sécurisation foncière et à la prévention de conflits entre les opérateurs urbains. Restons toujours à Dosso où le président régional de l'association des municipalités du Niger a présidé ce lundi l'ouverture des travaux d'un atelier de formation des membres du bureau exécutif national du staff du secrétariat permanent de la dite association. C'était en présence du gouverneur de la région. D'autres précisions avec Assouman Abdou. Pendant 3 jours, 2 représentants de l'association des municipalités du Niger par région, les membres du secrétariat permanent et le secrétariat général du BEN-AMN seront formés sur la coopération décentralisée et l'intercommunalité. En procédant à l'ouverture de cet atelier, le président régional de l'association des municipalités du Niger, maire de la commune urbaine de Dosso, a d'abord salué la présence du gouverneur de la région de Dosso et le choix de sa commune pour abriter cette rencontre avant de mettre l'accent sur les thèmes. Le choix de ce thème, coopération décentralisée et intercommunalité, n'est pas fortuit et vient renforcer les capacités de nos collectivités en matière de rapprochement d'abord entre elles et au-delà. C'est le lieu ici de féliciter les responsables de notre association, à la tête de laquelle M. Abdou Dodo, qui ne ménage aucun de ses efforts dans la mise en œuvre du plan d'action issu de notre plan stratégique 2012-2013. C'est pourquoi j'exhorte tous les participants à prêter beaucoup d'attention pendant les 3 jours que durera cette formation, afin de tirer le maximum de profit au bénéfice de nos jeunes collectivités. Pour les objectifs de cette rencontre, suivons les explications du trésorier général adjoint du BEN-AMN. Vous savez, l'association des municipalités du Niger qui organise cet atelier est la structure fêtière de toutes les communes du Niger. Donc nous sommes ici à renforcement des capacités des membres de l'association des municipalités. Et comme vous le savez, notre objectif c'est doter nos membres d'une capacité pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire face
aux grands défis de la gestion du développement local. Et dans ces grands défis, vous savez, il y a la mobilisation des ressources internes. Alors, la mobilisation des ressources internes, il y a beaucoup de pistes à effleurer pour ces mobilisations, pour lesquelles on retient l'intercommunalité et la coopération décentralisée. Vous savez aujourd'hui la faiblesse de nos communes. Et le maire, en tant que responsable de population, se doit de se donner tous les moyens possibles pour doter sa commune de ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés lors de son élection et lors de l'élaboration du plan de développement communal. Donc pour ce faire, l'AMEN doit former ses membres. C'est pourquoi on a fait appel à 2 membres du bureau exécutif national de l'AMEN au niveau de chaque région. Et ce sont ceux qui ont en charge le département de relations extérieures et de la coopération décentralisée, le titulaire et l'adjoint. Donc ils vont recevoir une formation sur le thème coopération décentralisée et intercommunalité. À leur tour, une fois dans leur région, ils vont faire la restitution et ils vont former les autres membres du bureau que eux aussi à leur tour vont former les conseillers et les maires de chaque région. Cette formation a été financée entièrement par le programme d'appui au développement économique et local PADEL Maradi. Région de Dosso toujours début ce lundi à Gaïa des travaux d'un atelier de formation des chefs traditionnels sur la lutte contre les violences conjugales et les pratiques discriminatoires à l'égard de la femme. C'était sous la présidence du secrétaire général du dit département compte rendu Manu El Hajsido et Habib Garba. À l'ouverture des travaux de cet atelier de formation des chefs traditionnels des départements de Gaïa et Djoundjou sur la lutte contre les violences conjugales et les pratiques discriminatoires à l'égard de la femme, organisé par l'ONG Belle Afrique avec l'appui d'Open Society Initiative for the West Africa OSIWA, pour une durée de 2 jours, le maire de la commune urbaine de Gaïa a pris le premier la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants, tout en exprimant toute sa fierté pour le choix porté à son entité administrative par l'ONG Belle Afrique pour la tenue de cette session de formation. Le secrétaire général du département de Gaïa, M. Modi Magaji, en ouvrant les travaux, a souligné l'importance de ce thème qu'est la lutte contre les violences conjugales et les pratiques discriminatoires à l'égard de la femme, car, a-t-il poursuivi, de nos jours, ces phénomènes constituent une préoccupation majeure des autorités de la 7e République et c'est pourquoi il a exhorté les participants à être actifs aux travaux avec une attention requise afin d'atteindre les objectifs visés en tant qu'autorité coutumière de proximité. Le président de l'ONG Belle Afrique, M. Souley Oumarou, tout en rappelant les actions que son organisation a pu mener dans notre pays, dira que la situation des droits de l'homme en général et celle de la femme en particulier ne laisse aucun acteur politique ou social indifférent, car les inégalités sociales, les pratiques culturelles néfastes et la pauvreté endémique de nos populations favorisent la violation des droits des couches les plus vulnérables. Et dans les départements de Gaïa et Djoundjou, les femmes sont soumises à des violences physiques courantes conduisant parfois à leur mort. C'est pourquoi, a poursuivi M. Souley Oumarou, l'ONG Belle Afrique a initié ces sessions de formation à l'intention des chefs coutumiers des départements de Gaïa et Djoundjou avec comme objectif spécifique suivant. Cet atelier de formation a été dirigé à l'intention des chefs traditionnels. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de les sensibiliser par rapport aux violences qui sont faites aux femmes de façon générale, et particulièrement aux violences conjugales et à la privation d'un droit particulier, le droit à l'héritage, qui est fréquent dans le département de Gaïa. Nous allons tout simplement souhaiter qu'ils vont s'enrichir à la sortie donc, de cet atelier avec les rudiments qui seront mis à leur formation tirés du droit nigérien et aussi de la coutume. Vous savez que la coutume fait partie du droit, et aussi de certains textes internationaux relatifs effectivement à ces droits des femmes. Peu après, la formation proprement dite a commencé par des exposés très riches présentés par un consultant à la matière. De Dosso, continuons sur Tawa pour signaler l'ouverture ce matin de l'atelier de sensibilisation des utilisateurs des pesticides au Niger. C'est le secrétaire général adjoint de la région qui a procédé à l'ouverture des travaux, compte rendu Fatimata Gabidine et Abdoulaye Abdrahman.
Prenant la parole, M. Sédou Ousseini a, au nom du président du Comité national de gestion des pesticides, CNGP, rappelé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2013 du Comité national de gestion des pesticides. En effet, le Comité national de gestion des pesticides n'est pas seulement une structure composée de représentants de plusieurs institutions et ministères ayant en charge la recherche et les questions de sécurité alimentaire et environnementale, mais aussi ce comité appuie le ministère de l'Agriculture dans la gestion sécuritaire des pesticides dans notre pays. Le Niger a ratifié plusieurs conventions. Au niveau régional, nous pouvons citer en exemple la réglementation commune des États membres du CIRS. Plusieurs activités de renforcement de capacité ont été conduites pour permettre l'opérationnalisation du Comité national de gestion des pesticides dans le cadre de la mise en œuvre du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a ajouté M. Sédou Ousseini. Pour toucher les 200 acteurs impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires, 3 équipes sillonnent actuellement le territoire national. Hélas, force est de constater que l'acquisition et l'utilisation des produits phytosanitaires ne se fait pas toujours dans le respect des mesures devant assurer la protection de la santé humaine et de l'environnement. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général adjoint, M. Beka Mohamed, a tout d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants à l'atelier. Au Niger, la production du secteur rural, qui occupe plus de 80% de la population, est confrontée à plusieurs contraintes, à savoir l'érosion, la pauvreté des sols et des prédateurs tels que les insectes, les mauvaises herbes, les oiseaux granivores. Cependant, l'homme, pour lutter contre ses ennemis de culture, utilise les pesticides. Aussi, pour lutter contre les pertes de production occasionnées par les prédateurs en plein champ, les producteurs font recours à l'usage de ces produits chimiques qui, du reste, ont des conséquences sur l'homme et son milieu. Dans le contexte de la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, du programme de développement économique et social, PDES, et de l'initiative 3e, l'utilisation des pesticides sera plus importante, a ajouté M. Beka Mohamed. Ces substances jouent un rôle important dans la lutte contre les ennemis de culture et aussi dans la conservation des denrées stockées. M. Beka Mohamed a ajouté que pour minimiser les risques liés à l'utilisation des produits et pour préserver l'environnement, plusieurs conventions, codes et règlements internationaux et ou régionaux ont été ratifiés et ou adoptés par la communauté internationale ou régionale en vue de réglementer la fabrication, l'importation, la commercialisation et la manipulation de ces produits. Avant de terminer son propos, il a remercié le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, et le projet d'urgence pour la sécurité alimentaire et le développement rural, PUSADER, pour leur financement. Clôture hier du Conseil fédéral PNDS Tareya de Niamey, un nouveau bureau exécutif a été mis en place sous la présidence de Soumaïla Hatoumi. Compte rendu James Didier et Issoufou Suleiman. Après toute une journée d'intenses travaux, les délégués ont, dans un esprit de responsabilité et d'unité du parti, renouvelé l'ensemble des structures fédérales de la région, à savoir le bureau exécutif fédéral avec comme nouveau président Soumaïla Hatoumi et secrétaire général Adamou Aliyero. Le tout nouveau président du bureau exécutif fédéral de la région de Niamey, dans son discours, a rappelé les défis et les actions qui attendent les nouveaux membres. Mes remerciements s'adressent enfin au camarade Suleiman Kani, président sortant de la Fédération de Niamey, qui, de juin 2006 à ce jour, 6 octobre 2013, n'a ménagé ni sa santé, ni son temps, ni son énergie pour conduire la destinée de la Fédération de Niamey avec un savoir-faire et une capacité jamais inégalée. Aujourd'hui, les résultats palpables sont là. Des heureux députés par le passé à Niamey, le PNDS est passé à 2 députés, 2 vice-présidents du conseil de ville, un maire et 5 vice-maires. À mon nom propre et au nom de l'ensemble des militantes et des militants de la Fédération de Niamey, je le félicite. À présent,
je mesure le niveau de confiance que les camarades ont placé à nous pour tenir haut les témoins que nous a passé le camarade Souleymane Kani. Camarades, je mesure également la complexité de la tâche. Néanmoins, je m'engage au nom de camarades membres de différents bureaux fédéraux de ne point trahir votre confiance. Du côté du bureau exécutif de l'organisation des femmes Tareya, c'est Mme Diara Fatima Tali qui est élue comme présidente de l'OFT. Et du côté du bureau exécutif fédéral de l'organisation de la jeunesse Tareya, c'est Adamou Monzo qui aura désormais la lourde responsabilité de conduire la mission de l'OJT. Ainsi, à l'issue de ces assises, les délégués ont formulé plusieurs recommandations et résolutions. Le Conseil fédéral de la région de Niamey, tenu le 6 octobre 2013 au Palais des Congrès, apporte son soutien indéfectible au président de la République, son Excellence El Hadj Mahamadou Issoufou, et au gouvernement de la 7e République pour le sens de responsabilité et leur désir de rassembler tous les Nigériens. Appelle tous les Nigériens à se mobiliser pour soutenir le président de la République dans son effort de redressement de notre pays. Le Conseil. Activité de partis politiques toujours, lancement hier dimanche à la MJC d'Agadez des activités du Parti pour la justice et le développement PJD Hakika, la synthèse avec Moussa Efalaï et Malik Abdrahman. Ils sont venus de tous les coins de la région d'Agadez, les militants, militantes, sympathisants, sympathisantes du Parti pour la justice et le développement PJD Hakika pour honorer de leur présence le lancement officiel des activités du parti. Le PJD Hakika est un parti qui lutte contre le détournement des deniers publics, la corruption, le favoritisme et les passe-droits. Plusieurs interventions ont été prononcées au cours de cette cérémonie. Dans leur mot de bienvenue, le président régional PJD Hakika, Aboubakar Agdal, et son secrétaire général Mohamed Oubalé ont saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement d'Agadez. Abondant dans le même sens, les représentants du RSD Gaskia et celui de la société civile ont pris tour à tour la parole pour encourager le PJD Hakika à lutter contre la corruption. Dans le discours de lancement des activités qu'elle a prononcé, la vice-présidente régionale du Parti pour la justice et le développement PJD Hakika a adressé ses sincères remerciements à tous les militants, militantes, sympathisants et sympathisantes pour leur présence massive. Pour le renouveau du Niger, a dit Mme Zeynebou Sidibé, le PJD Hakika a bâti son programme sur 7 piliers que voici. Garantir l'indépendance économique du pays, garantir la sécurité des biens et des personnes, ainsi que l'intégrité territoriale, restaurer une démocratie véritable, bâtir un état de droit fondé sur la bonne gouvernance, libéré de la corruption et apte à développer des stratégies pertinentes pour lutter contre la pauvreté. Garantir aux populations des services sociaux à la mesure de leurs attentes et besoins. Défendre résolument la souveraineté sur nos ressources minières et pétrolières et assurer que la richesse générée par ces ressources constitue le moteur d'une croissance inclusive et d'un développement durable. Développer les infrastructures. Réduire les disparités en matière de genre, dont l'accès des femmes aux facteurs de production et créer des emplois aux jeunes. Un peu de foot pour clore cette édition, poursuite à Tawa du tournoi des grandes vacances, version football communément appelé TGV. Initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ce tournoi va permettre de créer un cadre formel pour l'émergence d'une élite. Le résumé de Issouf Kodo et Yazirabi. Tout se passe pour le mieux sur la pelouse synthétique du stade régional de Tawa, avec cette première apparition de Niamey en bleu et de Tillabéri en rouge. Tillabéri qui doit dire merci à son excellent gardien Nasser Yakouba, qui à lui seul a évité le cataclysme à son équipe par ses arrêts très déterminants, et ce jusqu'à la fin de la première partie. À la reprise, le coach Niamey revoit un peu sa copie, formule efficace dans la forme avec des offensives qui manquent cependant de concrétisation. Des actions pareilles, les joueurs du 5e arrondissement de la capitale en ont créé beaucoup, jusqu'à celle-ci qui s'avérera par la suite conclusive.
concluante. Beau mouvement collectif finalisé par Nazirou Mamadou. Cette fois-ci, le gardien de Tilaberi ne peut rien. Ayant pris goût, les joueurs de Niamey vont camper non loin de la cage adverse, mais un peu énibrés, ils ont oublié l'instant de riposte en cas d'une éventuelle contre-attaque. Une inadvertance impardonnable, d'autant que le raid solitaire de Nouvelle entra, Ibrahim Ali de Tilaberi va être fatal, donnant lieu à une égalisation, un but partout. Mais les dernières minutes seront à l'actif de Niamey, en bleu, ça le rappelle, avec ce tir qui allait faire mouche. Et même au passage, la balle aurait été maniée. Dans la surface, on estimait les bleus. Mais un bon sportif, les joueurs de la capitale, ont accepté la décision de l'arbitre. Score final, un but partout entre Tilaberi et Niamey. Ça, c'était donc dans la matinée et dans le groupe A. L'après-midi, le groupe B, Dosso en jaune, s'explique face à Zender en vert. Dosso représenté par le département de Junju. Et cela fait plaisir. D'ailleurs, 5 des 8 équipes en lice sont représentées par les formations de l'intérieur de leur région respective. Une première mi-temps aride en tout point de vue, hormis quelques excursions des Indérois en vert qui ont eu du mal à négocier les ballons relativement faciles et ce à maintes reprises. Score Dosso 0, Zender autant. Pour la reprise, à rappel, le règlement TGV GIST, excusez du néologisme, prévoit 2 parties de 35 minutes chacune, plus 5 remplacements autorisés. Avec donc toujours la même configuration, les Indérois ne trouvent toujours pas le chemin défilé. Une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois avec Abdul Karim, ainsi de suite. Un nul vierge qui ne dit pas son nom vient d'être réalisé. Zender 0, Dosso 0. L'instant d'après, Maradi, ou plutôt Issa, en noir, contre Engel, si vous préférez, Agadez, Omar Mustafa, qui après un raid solitaire, balle au pied, digne d'un professionnel, il va s'offrir le luxe de dribbler le gardien pour loger le cuir là où le faut. C'est bien lui, Omar Mustafa, Maradi 1, Agadez 0. Mais avec tout cela, Agadez sort de temps en temps de ses gonds, à l'image de ce tir et de cette parade du gardien maradien. Il s'en est fallu d'un point. On revient peu après, le même Omar Mustafa s'offre le doublé avec cette tête piquée. Et c'est fini, Maradi 2, Agadez 0. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les journaux en langue et surtout restez sur Télé Sahel.